Good morning, good afternoon, everyone. Hello and welcome to our webinar series. Bonjour et bienvenue à notre série de webinaires Les prochaines étapes de la lutte contre la COVID-19 dans les établissements de soins de longue durée et les résidences pour personnes âgées. Nous sommes heureux d'animer aujourd'hui une discussion sur les mises à jour aux pratiques de vaccination et de prévention et de contrôle des infections dans le cadre de la dernière vague de la pandémie. J'anime cette séance depuis mon bureau à mon domicile à Ottawa, Ontario, qui se trouve sur le territoire non cédé de la nation Anishinaabe-Algonquin. Nous sommes heureux de proposer un service d'interprétation simultanée en français. Si vous souhaitez écouter la séance en français, sélectionnez français sur le menu d'interprétation bas de votre écran. Vous pouvez poser vos questions et saisir vos commentaires dans l'une ou l'autre officielle dans la boîte de dialogue. Cette séance sera enregistrée et un sommaire sera disponible pour communiquer notamment à vos collègues qui n'auront pas pu assister à ce webinaire. Notre webinaire est basé sur le rapport Repenser les soins aux personnes âgées paru en juillet 2020 qui porte sur les pratiques prometteuses dans 6 domaines clés ayant la possibilité de réduire le risque de flambée de culture de COVID-19 ou d'en limiter les effets. Nous sommes très heureux de proposer ce programme avec plusieurs partenaires, y compris le BC Patient Safety and Quality Council, l'Association des foyers de soins du Nouveau-Brunswick, la fondation de l'AMC. Nous voulons vous dire d'abord que Statistique Canada, de concert avec l'Institut canadien d'information en santé, mène l'enquête sur les établissements de soins infirmiers et de soins pour les bénéficiaires internes du 4 janvier au 31 mars 2002, qui permettra à Statistique Canada de recueillir des données comparables sur les établissements de soins infirmiers et de soins résidentiels au Canada afin de mieux comprendre la mesure dans laquelle les établissements de soins ont été affectés par la pandémie, y compris au plan de la dotation du personnel, des normes de soins et des lacunes en matière de compétences et de formation. Pour un complément d'information, veuillez vous adresser à l'adresse qui figure dans la boîte de dialogue. Deuxième annonce, la nouvelle norme ACNOR sur les opérations et la prévention et le contrôle des infections dans les foyers de soins de longue durée, dont le projet est disponible pour examen public jusqu'au 11 avril 2022. Une séance d'information bilingue à l'intention du personnel de première ligne opérationnelle des établissements de soins de longue durée aura lieu le 18 février 2002 par Zoom. Nous allons afficher le lien avec le projet de norme et les coordonnées pour la séance d'information de la boîte de dialogue, mais n'hésitez pas à vous adresser à healthandwellbeing@cscgroup.org si vous avez des questions. Troisième annonce qui ne figure pas sur les diapositives, comme vous le savez, la consultation publique pour la norme d'agrément des établissements de soins de longue durée est disponible pour l'examen du public. Dans les mois à venir, il s'agira également de réaliser des visites de terrain afin d'éclairer la nouvelle norme qui sera basée sur les témoignages des 350 résidents déjà interrogés. Nous allons afficher les données dans la boîte de dialogue si vous souhaitez que votre foyer participe à ces visites virtuelles. Je suis très heureuse de vous présenter nos conférenciers, la Dr. Brenna Warshawski, qui est conseillère médicale à l'Agence de santé publique du Canada, qui travaille sur la mise en place des vaccins contre la COVID-19. Elle est ex-présidente du Comité consultatif national sur l'immunisation et est professeure adjointe au département d'épidémiologie et de biostatistique à l'Université Western. Bienvenue, Dr. Warshawski, ainsi que le docteur Jim Ayuk-Ekbong, qui est épidémiologiste, spécialiste en maladies infectieuses et vice-président de la prévention et du contrôle des infections de Southbridge Homes. Il est également rédacteur en chef de la Revue canadienne de contrôle des infections et l'auteur du livre Guide de prévention et de contrôle des infections pour les professionnels de la santé. Bienvenue à tous deux. Nous allons commencer par la première question qui figure sur la diapositive. Je rappelle à nos participants, n'hésitez pas à ajouter vos propres questions, tandis que nous procédons à la discussion. Commençons par le Dr. Warshawski. La circulation grandissante du variant Omicron a eu des conséquences importantes sur les soins. Dans le contexte de la plus récente vague de COVID-19, quelles sont les dernières recommandations sur les vaccins et la PCI pour contrer la menace? Excellente question et merci de me donner la possibilité d'être parmi vous. La directive la plus récente porte sur la dose de rappel. Il est très important d'obtenir son rappel 6 mois après la fin de la première série.
Même si certaines provinces, certains territoires proposent différents calendriers, le comité consultatif sur les immunisations recommande un délai de 6 mois entre la série primaire et le rappel à 6 mois. Il y a également des recommandations à l'égard des personnes immunocompromises qui présentent un statut immunocompromis modéré à sévère. Les lignes directrices portent sur la première série, la série primaire, qui doit comporter 3 doses à l'intervalle de 4 à 8 semaines et puis 6 mois après le rappel. Si vous êtes immunocompromis, modérément ou sévèrement, pour les infections sous-jacentes ou médicales, il s'agit de recevoir 3 doses dans la série primaire, puis un rappel 6 mois après. L'autre nouvelle orientation est une suggestion porte sur les personnes qui ont eu des infections récentes ou précédentes. Il est possible d'attendre pour recevoir le rappel ou la série primaire, mais dans le cas, ce serait surtout la dose de rappel. Si vous avez eu une infection récente, vous pouvez attendre 3 mois pour recevoir votre dose de rappel si vous ne l'avez pas déjà reçue, ou bien 6 mois depuis la fin de la série primaire, selon le plus long de ces 2 délais. Si vous êtes à 5 mois et que vous devez recevoir votre dose de rappel, mais que vous avez été infecté, vous pouvez attendre 3 mois. Mais s'il y a 2 mois que votre série primaire a pris fin, que vous avez eu une infection récente, vous pouvez attendre jusqu'au 6e mois après votre 2e dose pour recevoir votre dose de rappel. C'est une suggestion qui est basée sur le fait que nous savons que le système immunitaire reçoit un certain rappel par une infection. Nous voulons que cette inspection permette d'obtenir une bonne réponse immunitaire, ce qui prend quelque temps. Voilà pourquoi il est conseillé d'attendre 3 mois après l'infection ou 6 mois après la dernière dose de la série primaire, avant la dose de rappel, le tout afin de permettre le développement d'une bonne dose immunitaire. Avant de poser la même question au Dr. Ayuk Ekbong, il y a une question dans la boîte de dialogue qui est très pertinente. Une infection récente. On dit que pour la série primaire, on peut attendre 2 mois pour la prochaine dose. Et on n'a pas défini l'infection récente, mais mettons, c'est dans les 3 derniers mois. Il faut que le délai depuis l'infection ne soit pas plus long que 3 mois. Si vous avez une infection au-delà de 3 mois, eh bien, vous attendriez les 6 mois entre votre série primaire et votre rappel pour recevoir la dose de rappel. Donc, c'est vraiment dans les 6 derniers mois que c'est pertinent. Si vous avez reçu une infection il y a un mois, vous attendriez 2 mois. À moins que ce ne soit toujours de délai trop court, ce ne soit pas encore 6 mois depuis la fin de votre série primaire. Là, vous attendriez les 6 mois après votre 2e dose. Merci. Dr. Ayuk Ekbong, même question. Dans le contexte de cette vague de la pandémie, quelles sont les dernières recommandations sur la PCI qui s'appliquent? Merci. Avant de commencer, je voudrais dire joyeuse Saint-Valentin à tout le monde. Également, moi qui travaille dans le secteur, je voudrais saisir l'occasion de dire que je suis extrêmement fier du travail qui a été réalisé par le secteur. Nous avons subi de plein fouet le choc de la pandémie à cause des caractéristiques démographiques de nos résidents et nous avons beaucoup appris. Malheureusement, ces leçons ont été durement acquises. J'espère que ces leçons dureront au-delà de la pandémie. Nous nous les rappellerons au-delà de la pandémie. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé jusqu'ici au niveau de la PCI. Au contraire, je pense que nous sommes arrivés à une ère de prise de conscience de la PCI. Les vagues antérieures de la pandémie ont été impulsées par le variant Omicron. Il n'est pas évident que ce soit le dernier. Nous savons qu'il y a au moins 4 sous-types du variant Omicron. Je crois que même s'il y a un assouplissement des restrictions dans les diverses provinces et territoires, dans la plupart des cas, plus souvent, pour les visites de jour ou
même de nuit, au niveau des foyers de soins de longue durée. Et même si le vaccin empêche les hospitalisations, les taux de maladies graves, il y a tout de même des infections, même parmi ceux qui sont entièrement vaccinés. La PCI constitue notre meilleure marche à suivre avec diligence, avec sérieux, même si les visiteurs en général et les aidants essentiels en particulier vont désormais pouvoir revenir dans les foyers. Il faut tout de même procéder à un filtrage, un dépistage, exclure les personnes symptomatiques ou qui ont des antécédents d'exposition à un risque élevé dans la communauté. Nous devons faire en sorte que le nombre de personnes qui peuvent se réunir dans le foyer est limité à un niveau qui nous permette d'assurer la distanciation physique dans la mesure du possible. Et nous devons encourager la vaccination. Je sais qu'il y a beaucoup de discussions au sujet des obligations vaccinales et autres, mais nous savons tous que même si il y a des infections chez les personnes vaccinées, les résidents des foyers de longue durée vaccinés, les taux d'hospitalisation, taux de maladies graves sont notablement réduits, et tandis que nous nous préparons à à lutter contre cette vague et à nous préparer aux vagues futures. Une autre question de suivi, Dr. Ayokekbong, comment tenez-vous compte de la transmission par aérosol dans la PCI, surtout avec la contagiosité de l'Omicron? Excellente question. Il y a une solution à long terme. Et la solution à long terme consiste à établir des normes pour les soins de longue durée, pour les foyers de soins de longue durée. À quoi cela ressemblera dans l'avenir? Il faut que ce soit conçu de manière à tenir compte de la nécessité d'une ventilation améliorée, la nécessité d'une pression d'air négative ou de locaux à pression d'air négative pour isoler des résidents qui ont un diagnostic positif. Mais avant d'y parvenir, que faisons-nous à présent? Surtout pour les foyers qui ont été construits il y a 60, 70, 80 ans. Je crois que partout au pays, nous avons constaté une augmentation accrue de ce que l'on appelle les filtres HEPA, les filtres qui sont conçus pour filtrer de l'air ambiant et ont retiré avec une haute efficacité les particules de manière à diffuser un air de haute qualité. Ces appareils sont très utiles, surtout dans l'hypothèse, je dirais qu'il s'agit d'une hypothèse, que la COVID-19 et le variant Omicron peuvent être transmis dans l'air, par voie aérienne, sous forme d'aérosol. Mais la nature de nos systèmes de ventilation dans les foyers de soins de longue durée n'offre pas suffisamment de possibilités de lutter contre le contrôle des infections aériennes. Il s'agit d'un défi. J'espère que des filtres HEPA portatifs, les appareils de filtration HEPA portatifs auront été utiles pour limiter les taux, mais à long terme, je crois qu'il devrait y avoir davantage d'importance attachée aux normes de construction des foyers de soins de longue durée et autres établissements de santé afin de tenir compte de la possibilité d'infections aéroportées qu'il s'agit de contrôler. Merci. Je vois quelques autres questions, mais je vais passer à la prochaine question. Je vais y revenir à ces deux questions. Alors, Braina, quels sont anticipated to continue as we navigate what looks like to be a 2022 of continuing nommer quelques défis liés à la PCI au vaccin qui persisteront en 2022, année qui s'annonce marquée par des préoccupations constantes en lien avec la pandémie. Comment affronter ces défis en SLD? Excellente question. Le plus grand défi sera le suivant. Nous savons qu'il nous faut un rappel à l'heure actuelle. Nous
constatons que 2 doses ne protègent pas suffisamment contre soit l'infection, soit la maladie grave. Cela s'estompe avec le temps. Une maladie raisonnable contre la maladie grave avec 2 doses, mais on a une bonne protection contre la maladie grave avec 3 doses. La question dans l'avenir sera, est-ce que cette protection que nous recevons contre la maladie sévère avec 3 doses, est-ce qu'elle va perdurer ou est-ce qu'elle va elle aussi s'estomper avec le temps? Il y a des données qui laissent à croire que cette protection pourrait diminuer avec le temps. Selon certaines études, même avec 3 doses, on a une excellente protection contre la maladie grave, mais plusieurs semaines, plusieurs mois après cette 3e dose, cette protection commence à s'estomper. Donc, ce sera un élément très important. Ce qui est le plus incertain, ce sera l'avenir. Qu'est-ce qui se produit après Omicron? Omicron, reflux, il y a moins d'hospitalisation, moins de cas, mais quel sera l'avenir? Est-ce qu'il y aura un autre variant? Est-ce que ce variant sera plus contagieux, plus grave, moins grave? Et à quoi sera-t-il relié? Est-ce qu'il sera semblable aux premières souches, comme l'était Omicron, qui était plus semblable aux souches initiales, ou est-ce que ce sera davantage semblable à la souche Delta qui a circulé plus récemment? Et quel sera l'impact de nos vaccins actuels, de nos vaccins futurs? Je crois qu'en titre de paramètre de planification, nous devrions nous rappeler qu'il nous faudra un rappel à un moment donné après la 3e dose. Donc, un deuxième rappel à un moment donné dans l'avenir. À quel moment exactement, nous ne le savons pas. Et avec quelle souche, quelle formulation, quel type de vaccin, nous ne le savons pas non plus. Il s'agit de mettre en place l'infrastructure dans les soins de longue durée pour administrer rapidement cette dose de rappel lorsqu'elle est nécessaire. Les établissements de soins de longue durée ont déjà eu beaucoup de possibilités de se préparer parce qu'ils ont administré 1, 2, 3, parfois 4 doses. L'infrastructure existe, mais il faut planifier le déploiement rapide d'un vaccin, d'une autre dose de rappel si ça a été nécessaire, et comment encourager les résidents et les personnels à comprendre l'importance de toutes les doses et à demeurer à jour avec leurs doses. Même question à vous, Dr. Ayouk Agbong, au niveau de la PCI. Quelles sont les difficultés qui devraient se prolonger en 2022 et quels sont les facteurs qui pourraient les atténuer? Vous pourriez peut-être intégrer la question relativement au masque N95. Plusieurs questions ont demandé si les masques N95 devraient être portés par le personnel et visiteurs. Merci. Je crois que le principal défi portera sur la durabilité de la PCI et la conformité aux règles. Les gens sont fatigués, sont las. Les gens sont stressés. Et je n'ai pas de réaction consolatrice. La vérité, c'est que le PCI va perdurer dans les soins de longue durée. Il a fallu une pandémie pour parvenir à ce point. Ce dont nous avons besoin dans l'avenir, c'est d'une prise de conscience de la PCI dans les soins de longue durée. Il faut passer de l'état de choses pré-COVID à un état de choses post-COVID, c'est-à-dire les mesures qui ont été mises en place doivent être pérennisées. On ne peut pas revenir en arrière à l'état de choses d'avant la COVID. Il y a beaucoup de questions à l'horizon. Est-ce qu'on va revenir à certaines des lignes directrices pré-COVID? La réponse honnête, c'est que non, nous n'allons pas revenir en arrière. Ce que nous avons appris jusqu'ici doit se poursuivre. Il faut que les pratiques soient durables. Il ne faut pas baisser la garde. Et au contraire, il faut redoubler d'efforts. Chaque foyer de longue durée doit avoir un spécialiste en PCI responsable du programme de PCI. Je sais que dans certaines provinces, cela est déjà obligatoire que les foyers de soins de longue durée aient un responsable dédié à la PCI. Avant la COVID, il fallait demander le soutien des hôpitaux, des unités de santé, mais cette capacité interne de PCI dans les soins de longue durée est indispensable. Deuxième élément, les normes reliées aux soins de longue durée. Comme je l'ai dit, nous devons rehausser
ces normes. Les foyers de soins de longue durée doivent voir le niveau rehaussé afin de prendre en charge les infections par voie aérienne, par aérosol ou hautement contagieuses. Nous avons vu que la plupart des foyers de soins de longue durée de construction ancienne avaient subi de plein fouet la pandémie à cause de la nature des systèmes de ventilation. Cela doit être amélioré. Mais l'élément le plus important, c'est la prise de conscience de PCI. Il faut que le personnel s'approprie les pratiques d'hygiène des mains, la pratique de dépistage des proches aidants ou des visiteurs. Quiconque peut être infecté, que vous soyez membre du personnel, visiteur, vous pouvez toujours transmettre le virus. Donc, il est très important que vous soyez employé, visiteur, tout le monde doit se conformer à la même norme de PCI dans le foyer. C'est donc la responsabilité de l'établissement de s'assurer que les proches aidants essentiels reçoivent une sensibilisation basique à la PCI qui leur permettra de se conformer aux normes pendant leur séjour dans le foyer. Merci, Dr. Ayukigwam. Passons à la troisième question. Je vais commencer par la Dr. Warshawski. On en a parlé dans la question 2, donc l'importance de la prise de conscience des vaccins. Est-ce qu'il y a d'autres stratégies qui permettront de mettre en place des politiques et des pratiques durables et à long terme en matière de vaccins, de PCI dans les ELSD de l'RPA pour que les établissements soient prêts à affronter d'autres épidémies ou crises soudaines où certaines mesures devraient être levées une fois la dernière vague passée? Les politiques de vaccination dans les établissements de soins de longue durée sont intéressantes. Au début, on pensait que les vaccins pouvaient empêcher la transmission. Donc, quand nous avons eu 2 doses de vaccin et que la fiche alpha circulait, à titre d'exemple, quand vous étiez vacciné, vous aviez beaucoup moins de chances d'être infecté et par conséquent, beaucoup moins de possibilités de transmission dans un établissement. Donc, c'était important non seulement pour les résidents afin qu'ils restent en santé, mais pour le personnel afin d'éviter qu'ils n'introduisent des infections dans l'établissement. Alors, ce que nous constatons avec le variant Omicron et la troisième dose, c'est qu'il y a effectivement une réduction dans la capacité d'être infecté et la capacité de transmission. La transmission dépend de l'infection. Si vous n'êtes pas infecté, vous pouvez transmettre la maladie, même si vous êtes moins infectieux vous-même. Donc, nous constatons que la troisième dose offre une certaine protection contre l'infection. Ce n'est pas parfait, ce n'est pas à 90%, c'est à 60% à l'origine et cela va sans doute diminuer avec le temps. Mais il y a un avantage pour une personne qui a reçu sa troisième dose, car cette personne est moins susceptible de contracter la maladie et donc de la transmettre. Quant aux politiques en matière de soins de santé, il existe un avantage à s'assurer que le personnel soit vacciné, le personnel, pas seulement pour leur propre santé, mais pour qu'ils ne transmettent pas le virus aux résidents et que les visiteurs sont également vaccinés, surtout avec la troisième dose, afin qu'eux non plus ne transmettent pas. La deuxième dose n'aidera sans doute pas au niveau de la transmission de microns, mais la troisième dose aidera pendant quelque temps à réduire le risque d'infection et par conséquent de transmission. Donc, les politiques de l'avenir dépendront beaucoup de cela. Si le vaccin contribue à réduire la transmission, il faudra que les politiques en matière de soins de longue durée, les établissements en matière de soins de longue durée prévoiront que les personnes qui entrent dans l'établissement soient vaccinées. Si ça ne prévoit pas l'infection, c'est différent, mais il s'agit d'assurer que votre personnel demeure en bonne santé afin que l'absentéisme ne soit pas un problème et d'assurer que les résidents demeurent en bonne santé et ne soient pas hospitalisés. Ça dépend de la propriété du vaccin et de son efficacité, mais si le vaccin peut empêcher l'infection et la transmission, les politiques devraient le refléter et je pense que cela doit être planifié, ainsi que la manière de promouvoir les vaccins et de les déployer rapidement, comme on l'a dit auparavant. Merci. Alors, Jim, vous avez déjà évoqué cela plusieurs fois. La durabilité des mesures de PCI dans les soins de longue durée seront importantes dans l'avenir. Alors, quelles sont certaines de vos stratégies pour les soins de longue durée et les pratiques et politiques pérennes en ce qui concerne les vaccins et les PCI dans les établissements de soins de résidence pour aînés, pour que les établissements soient prêts à affronter d'autres épidémies ou crises soudaines et certaines mesures devraient être levées?
Je crois que nous allons revenir à la notion de la chaîne d'infection. Le but de la PCI consiste à rompre la chaîne des infections. Nous avons beaucoup appris en ce qui concerne la chaîne de transmission de la COVID-19. Je crois que ce sera très important dans l'avenir. Commençons par la première partie de la chaîne, le pathogène. Nous savons que le virus a évolué au fil des années. Les variants antérieurs, alpha, bêta, gamma, maintenant Omicron. Nous savons qu'il y a 4 sous-variants du variant Omicron et le risque qu'un autre variant apparaisse n'est pas à écarter. Quel que soit le pathogène, il y a donc un mode de transmission. Nous croyons comprendre que notre secteur est susceptible en raison de l'âge avancé des résidents, en raison de leurs autres comorbidités, en raison de la présence de personnes immunocompromises, et puis aussi en raison du réservoir de personnes qui pourraient être symptomatiques ou asymptomatiques. Donc, on prend la notion du réservoir, c'est-à-dire que quiconque pénètre dans la maison, dans le foyer qui est symptomatique, doit être exclu, cherchant à y pénétrer. Nous devons poursuivre le dépistage. Quiconque déclare une exposition dans la communauté doit être exclu du foyer. Nous avons beaucoup appris sur le portail de sortie, le portail d'entrée, le mode de transmission. Tout cela, nous le savons. Donc, nous devons utiliser toutes ces informations pour assurer que les pratiques que nous avons aujourd'hui, les politiques que nous avons mises en place, atténuent le risque de l'introduction du virus dans le foyer. En fonction de cette notion de la chaîne de transmission, je vois la nécessité d'un dépistage continu dans les soins de longue durée. Il faut que ce dépistage se poursuive pendant le proche avenir. Il faut continuer à dépister toutes les personnes qui entrent dans la maison afin de limiter les risques d'exposition potentielle dans la communauté, afin d'éliminer les personnes symptomatiques. Il faut toujours encourager les gens à porter des masques afin que nous puissions rompre la chaîne de transmission en limitant l'exposition aux aérosols, aux gouttelettes dans les foyers. Nous devons assurer l'exécution des mesures d'hygiène des mains dans les foyers. Le port de l'EPI est très important. Et puis le N95, la question a été soulevée fréquemment, surtout tandis que nous gérons la vague d'Omicron. Bon nombre de familles se demandent si le masque N95 est requis ou si un masque médical est suffisant. Nous pouvons tous convenir que le masque N95 offre une plus grande étanchéité autour du visage. Il est donc préférable du point de vue de la prévention des infections aéroportées par rapport au masque médical. Si nous continuons de voir l'apparition de variants qui semblent transmissibles, il est nécessaire que nous prenions des précautions accrues afin d'empêcher cette transmission, de prévenir cette transmission. Je crois que le N95 pourrait être requis au moins à court terme pour les foyers qui sont en mode de flambée confirmée, d'éclosion confirmée afin de limiter le risque de transmission. Mais si un foyer n'a pas d'éclosion, l'utilisation des masques N95 n'est pas nécessaire ni justifiée. Mais une fois qu'une éclosion se déclare, et surtout avec le variant Omicron, il est absolument nécessaire d'instaurer l'utilisation des masques N95 compte tenu de la contagiosité du virus. Merci. Oui, la question a été posée fréquemment. Merci. Nous allons passer à la question 4.
Dr Warshawski. À ce stade d'une pandémie qui dure depuis plusieurs années, il y a une série de 2 autres, troisième dose, maintenant on parle d'une quatrième. Il y a un certain épuisement causé par ces politiques, ces procédures au sein de la population. Comment pouvons-nous remédier à cet épuisement au niveau de l'évolution des politiques vaccinales qui continuent de changer? Pour les personnes habitant dans les foyers de longue durée, mais également leurs aidants naturels, leurs familles. Il faut tout d'abord comprendre l'importance des vaccins et nous en féliciter. Si nous avions Omicron sans les vaccins, le taux de mortalité aurait pu être énorme. Les personnes qui ont été hospitalisées avec le Omicron, c'était des personnes non vaccinées ou des personnes qui n'avaient pas nécessairement reçu leur rappel, qui étaient plus âgées, qui avaient des affections sous-jacentes. Donc, surtout les personnes non vaccinées ou incomplètement vaccinées ont souffert d'Omicron de façon disproportionnée. Donc, nous devons vraiment reconnaître dans quelle mesure les vaccins ont été importants, surtout pour la prévention de cas graves de maladies. Les personnes qui ont vécu des éclosions de foyers de longue durée dans les périodes antérieures lorsqu'il n'y avait pas de vaccin par rapport aux éclosions depuis qu'il y a des vaccins, le fardeau de maladies graves et de mortalité a été très, très différent dans ces deux expériences. Donc, je crois qu'il faut que nous comprenions l'importance des vaccins. Et si nous avons besoin d'un autre vaccin, nous ne le savons pas. C'est un bon paramètre de planification de penser que nous le devrions, peut-être à l'automne, mais nous ne le savons pas encore. Nous ne connaissons pas la trajectoire. Je veux le souligner. Vous devez planifier afin d'être prêt, mais nous ne le savons pas. Ça pourrait être plus tôt, plus tard. Nous ne savons pas quelle formulation. Mais s'il était recommandé d'administrer une dose de rappel, ce serait pour aider pas nécessairement la prévention de la transmission, parce que nous ne savons que ce n'est pas le but. Le but, c'est de prévenir les cas graves de la maladie. Il s'agit d'un résultat très important, surtout pour les résidents âgés des foyers de soins de longue durée, car nous savons à quel point ils peuvent être fragiles. Ça n'en prend pas beaucoup pour causer chez eux une maladie grave et potentiellement une hospitalisation, un décès. Donc, il est très important de nous assurer que les recommandations sont à jour, que les visiteurs les immunisations des visiteurs sont à jour, parce que la possibilité de transmettre, d'introduire est largement réduite par une vaccination à jour. Il faut lutter contre l'épuisement en nous concentrant sur les avantages, sur le succès des vaccins. Les vaccins ne fonctionne pas comme le vaccin contre la rougeole. On le reçoit 1 ou 2 fois et on ne court jamais de risque d'infection, de transmission, de maladie grave. Il s'agit de vaccins différents, il s'agit d'une maladie différente, d'un virus différent. C'est un virus mucoso-respiratoire. Donc, il faudra des rappels continuellement pour réduire la vaccination, la transmission plutôt, mais pour réduire également la maladie grave. Et nous devons être prêts à cela dans l'avenir, à moins que le virus n'évolue de façon miraculeuse, ne disparaisse, ce que la plupart des gens ne pensent pas, ou dont la plupart des gens pensent que ce n'est pas probable. Mais si le virus continue de circuler à un certain niveau, il nous faudra peut-être renforcer la protection contre la maladie grave, contre les infections, et être prêt à cela, mais reconnaître quelle aura été l'importance du vaccin et par conséquent l'importance du rappel pour les doses ultérieures, de maintenir cette dose élevée de protection de nos résidents fragiles contre les risques de maladie. Merci. C'est toujours important de se rappeler les éléments positifs et de se fonder sur l'expérience vécue des personnes depuis quelques années. Même question pendant cette phase de la pandémie, Dr. Yukekbang, comment pouvons-nous remédier à l'épuisement lié à la PCI? C'est une bonne observation. Nous pouvons tous être d'accord pour dire que les 2 dernières années ont été difficiles pour ceux qui travaillent dans le secteur. Dans le cadre de mon débriefage post-éclosion avec mon équipe, nous en avons parlé régulièrement. Je crois qu'il y a un certain nombre d'éléments que je pourrais partager avec vous. Tout d'abord, nous devons avoir davantage de soutien en matière de santé mentale et de counseling pour le personnel. Le personnel, les gens travaillant dans ce secteur, ont connu beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse depuis 1 ou 2 ans. Nous devons également
tenir compte de l'équilibre vie privée-travail. Il faut donner au personnel des congés pour se ressourcer, puis revenir au travail. Et par-dessus tout, nous devons reconnaître et apprécier les employés. J'ai passé beaucoup de temps à travailler sur l'unité pour dire merci. Il n'y a pas de limite à notre appréciation pour des gens qui peuvent savoir qu'ils sont des héros d'une façon ou d'une autre et que cette appréciation est très nécessaire pour permettre de gérer la fatigue, la santé mentale, le burn-out. Mais pour en revenir à l'élément PCI, il est malheureux que au plan de la PCI, nous allons revenir au statu quo pré-COVID. Malheureusement, c'est la réponse que je recommanderais dans le cadre de toute discussion. La COVID-19, le variant Omicron, ne sera pas probablement le dernier variant ni la dernière pandémie que nous devrons gérer. Il est évident, à cause des caractéristiques démographiques de notre secteur, que nous allons toujours être frappés par une pandémie, une épidémie, quelle qu'elle soit. Notre PCI doit être au niveau le plus strict, le mieux géré. Il faut donc qu'il y ait un changement d'état d'esprit. Il fallait que nous changions. Nous ne pouvons pas éviter l'hygiène des mains parce qu'on veut gagner du temps pour fournir des soins pour les résidents. Alors, l'hygiène des mains doit être considérée comme étant un élément. Ça me prend 5 minutes pour alimenter un résident et 20 secondes pour l'hygiène des mains. Le temps consacré à l'alimentation du résident, c'est 5 minutes, 20 secondes et pas 5 minutes. Donc, nous devons changer notre état d'esprit parce que parfois, je me rends dans les unités, dans les services et j'entends les employés dire le temps que j'utilise pour mettre le pays, ça réduit le temps que je dispose pour m'occuper des résidents. Il faut changer cet état d'esprit. Le temps que vous utilisez pour le soin des résidents doit comporter le temps pris pour prendre des précautions supplémentaires, le temps consacré à l'hygiène des mains, le temps consacré à mettre le pays. Tous ces éléments doivent être pris en compte. Donc, pour en venir à votre question, malheureusement, ces normes ne vont pas retourner à la situation pré-COVID. Mais il est très important parce que il faut que nous changions notre état d'esprit et le PCI doit être incorporé dans les soins des résidents. Thank you for that. Merci, Dr. Ayukekbong. Tandis que nous abordons le stade endémique, où on en parle beaucoup, Dr. Warshawski, quelles sont les conséquences pour l'avenir? Vous avez parlé assez longuement des vaccins, mais qu'est-ce que cela signifie dans l'avenir, dans ce secteur des soins de longue durée et des résidences pour aînés? C'est une bonne question. Cela dépend de ce que signifie réellement le mot endémique. C'est sujet à caution en ce moment. Endémique, qu'est-ce que cela veut dire? C'est une source constante de transmission, un niveau constant de transmission, mais ce niveau constant de transmission est censé être tolérable. Mais on peut avoir une transmission constante à un niveau très élevé, une transmission constante à un niveau très faible, des flambées épisodiques, parce que la grippe est épisodique, mais on le voit chaque hiver. Ce que signifie également l'endémique, ça dépendra de ce que fait le virus et de la protection dont nous disposons à cause des infections précédentes ou des vaccins. Donc, nous sommes à un état totalement différent d'il y a 2 ans parce que nous ne sommes pas, nous connaissons le virus, nous l'avons vu sous forme d'infection, nous avons vu les mesures prises contre lui sous forme de vaccination. Donc, notre immunité est bien différente. Le facteur inconnu, c'est l'évolution du virus.
on parle de virologie évolutive. Quel est le prochain coup du virus dans cette partie d'échec? Il peut être plus transmissible, cela peut ou non être plus grave. Parfois, il y a un virus plus contagieux qui est moins grave. C'est ce que nous avons connu avec le micro. C'est un coup de chance parce que si ça avait été plus grave, nous aurions été submergés au niveau de notre système de santé. Donc, on ne sait pas ce que l'avenir du virus nous réserve. Est-ce que il pourrait devenir très bénin parce que nous savons que nous avons 4 coronavirus qui circulent, qui causent le rhume ordinaire. Est-ce qu'il pourrait s'agir de cela? Qui sait? Ou bien nous avons 3 coronavirus qui causent ces maladies très graves comme le SRAS, le MERS ou la COVID. Alors, tout cela est inconnu. Et à quoi ressemble le statut endémique à court et à long terme? Il semble que nous avons beaucoup de protection contre le micro en circulation et nous avons beaucoup de protection grâce au vaccin. Aucun autre variant n'a jusqu'ici semblé émerger. Il semble que nous allons avoir un espace stable, surtout alors que nous abordons le printemps et l'été, ou peut-être à l'extérieur, il y a moins d'encombrement. Nous ne connaissons pas les tendances saisonnières. Nous ne savons pas si ce sera comme de la grippe, mais au moins, à court terme, les choses pourraient sembler bien se passer. Donc, prendre une pause, revoir les politiques, les procédures, renforcer le contrôle des infections, renforcer la vigilance. Préparer donc la prochaine dose de vaccin si possible. Alors, ce qui va se produire, c'est très difficile parce que nous ne savons pas d'où viendra le prochain variant, à quel point il sera transmissible, contagieux, s'il faudra de nouveaux vaccins, avec quelle rapidité ceux-ci seront disponibles. Tout ça est inconnu. Donc, la préparation, la planification représente la base. Prévention, contrôle des infections, comme Jim l'a dit plusieurs fois, c'est une base clé, mais la communication, la préparation aux éclosions, la résilience, et je crois aussi la recherche de nouvelles méthodes, parce que nous savons que nous ne pouvons pas procéder au confinement. Vous savez, le tribut l'a prélevé sur la santé mentale, sorte des résidents. Il faut maintenir tous ces éléments tout en permettant toutes les mesures de contrôle des infections, de vigilance, etc., mais tout en permettant davantage de liberté, tout en protégeant la santé des résidents. Il faut trouver cet équilibre, cet arbitrage dans l'avenir. Nous allons avoir une pause, je l'espère, au cours des mois à venir pour tâcher de voir à quoi correspond cette nouvelle vie normale et de prévoir des mesures durables que nous n'avons pas pu la possibilité de prévoir parce que nous n'avons pu que réagir depuis 2 ans. Merci. Alors donc, Jim, vous avez parlé assez longuement de l'importance de la pérennisation de ces mesures, de l'importance de ne pas baisser la garde. De votre point de vue, alors que nous abordons cet état endémique, peut-être ou pas, que pensez-vous? J'aimerais bien vous entendre parler de ce que cela veut dire, mais il y a également une question qui a été posée à laquelle j'aimerais bien vous entendre répondre. Quelle est votre expérience dans les soins de longue durée en matière de PCI? Quelles sont les stratégies que vous avez éventuellement utilisées pour intégrer ces pratiques de PCI dans le secteur des soins de longue durée et pour entretenir cette dynamique, pour motiver le personnel afin qu'il puisse continuer à suivre l'évolution depuis 2 ans? Oui, il s'agit d'une bonne question. Comme l'a dit la docteure Warshawski, le caractère endémique ne signifie pas qu'une maladie n'est plus pathogène. Cela signifie simplement que dans une région, au sein d'une population, d'une communauté, la maladie affiche un taux prévisible et stable. Si nous allons progressivement parvenir à un état endémique, c'est positif, mais pour nous, dans le secteur, nous devons faire preuve d'une grande vigilance. Ce que signifiera également le caractère endémique, c'est qu'il y aura un desserrement des mandats parce que les quelques dernières années, nos vies ont été dictées par des mandats et parce que nous devions lutter contre la pandémie. Alors que nous descendons d'une pandémie à une maladie endémique,
Nous verrons un resserrement de certains de ces mandats et il y aura une responsabilité individuelle d'atténuer. Bon, je suis originaire d'Afrique et comme vous le savez, la malaria est endémique en Afrique. Alors donc l'utilisation des experts, qu'est-ce que nous allons voir au cours des mois à venir? Puisque la malaria est endémique, qu'est-ce que les gens font dans cette région? Les gens garnissent leurs fenêtres et portes de moustiquaires. Dans certaines régions, dorment avec des moustiquaires afin que, puisque le moustique s'alimente la nuit, afin qu'il soit protégé contre les piqûres de moustiques et par conséquent contre la malaria. Donc, ce que cela signifie, c'est que les gens ont appris à vivre avec le vecteur et mettent en place des stratégies permettant de limiter le risque d'infection par le vecteur et de contracter la maladie. C'est la même chose avec la COVID. Nous avons appris à vivre avec, lorsque ces mandats, ces restrictions seront assouplies. En tant qu'exploitant de foyers de soins de longue durée, nous avons la responsabilité de faire en sorte que nous réduisions les taux dans toute la mesure du possible. Je prends l'exemple de l'Ontario où je suis basé. Les résidents peuvent sortir pour des congés de jour, mais en tant que foyer de soins de longue durée, que faisons-nous? Si un résident sort, il faut préparer un petit sachet Ziploc avec des désinfectants des mains, des masques, et puis des lignes directrices en matière de PCI. Et nous le remettons. On dira, bon, monsieur, madame, ayez une bonne sortie, portez ce matériel, portez votre masque, utilisez votre désinfectant pour les mains. Les visites dans les foyers de soins de longue durée continueront, mais les gens qui viendront dans les foyers de soins de longue durée doivent être dépistés. Est-ce que vous avez la fièvre? Est-ce que vous toussez? Est-ce que vous avez des signes de respiration, infection respiratoire aiguë? Vous devez divulguer ces éléments. Si le dépistage est négatif, vous ne serez pas admis. Si vous avez une exposition à quelqu'un dans votre foyer qui est positif à la COVID, oui, nous préférions que vous ne veniez pas pour l'instant. Vous devez vous auto-isoler. Donc, il y aura la possibilité de réduire les mandats de santé publique et le foyer devra prendre les mesures afin de réduire le risque au niveau des foyers, au niveau individuel, que ce soit les membres du personnel, le résident. Chacun aura la responsabilité de se protéger d'une façon ou d'une autre. Comme la Dr Wachowski l'a dit, si une dose de rappel est disponible, il faut exiger son administration, car cela réduit le risque d'infection et, en cas d'infection, le risque de maladie sévère ou d'hospitalisation, de décès. Voilà la première stratégie. Mais à part cela, les attentes fondamentales. Il faudra commencer d'enseigner l'étiquette respiratoire dans les écoles primaires, les garderies, afin que les enfants grandissent avec ce genre de prise de conscience. Si vous voulez tousser, éternuer, vous devez vous détourner des autres, etc. La plupart de ces éléments sont désormais permanents. Il faut continuer de nous améliorer à cet égard. Merci beaucoup. Votre message de responsabilité individuelle me plaît, que ce soit le foyer, l'individu, tandis que nous abordons cette nouvelle phase. Cela m'interpelle beaucoup. Avant de passer aux questions, dernières questions dans le cadre du panel, je voulais évoquer quelques questions des participants. La première serait à l'adresse du docteur Ayuk Egbong. Vous avez parlé des filtres HEPA. Alors, est-ce que vous connaissez des études qui laissent croire que la technologie fonctionne dans le cas de la COVID? Bon, il s'agit de données scientifiques évolutives. Nous savons déjà, dans la lutte contre la transmission des infections aériennes, les précautions, nous savons qu'augmenter la circulation de l'air, l'échange d'air, contribue à éliminer les particules aéroportées.
Ça, c'est documenté. Une hypothèse veut que le variant Omicron pourrait être transmis par voie aérienne. À cause de sa contagiosité, on a constaté à quel point il est transmissible. Les foyers qui ont utilisé les filtres EPA, même si ce n'est pas une solution idéale, les filtres portatifs sont très utiles. Typiquement, les filtres EPA ou les systèmes à pression d'air négative sont incorporés dans le système de ventilation qui extrait de l'air du milieu, le filtre et puis le rejette à l'extérieur ou à l'intérieur du foyer. Il s'agit de la situation idéale pour la lutte contre les infections aériennes. Mais en l'absence de ces éléments, pendant la vague Omicron, nous avons vu les milieux de soins de longue durée dotés de filtres EPA qui ont pu, selon moi, assurer une certaine purification de l'air. Pas le niveau idéal, mais cela a pu accroître l'échange d'air dans le foyer, purifier l'air dans une certaine mesure des particules aériennes ou des agents d'infection aéroportés. Merci. Une question à tous deux. On va commencer par le Dr. Wachkowski. Est-ce que vous prévoyez un avenir sans masque? Beaucoup de commentaires, de questions. Est-ce qu'un jour, les résidents pourront rendre visite à leurs propres sans masque? Restriction potentially lifting in the future. Just any reflections? Yeah. So I'm taking out my crystal ball. Bon, là, je sors ma boule de cristal. Tout dépend de l'évolution du virus. Si cela dépend comme un coronavirus de routine, potentiellement, si cela continue à causer des maladies épisodiques, voire sévères, peut-être pas, mais peut-être s'agit d'un paradigme totalement différent. Peut-être non pas seulement dans les soins de longue durée, mais partout. Nous avons un paradigme où, lorsque l'hiver arrive, nous portons tous un masque. Nous portons un masque pour aller à l'épicerie, pour aller dans les foyers de soins de l'urine. Nous portons dans les foyers de soins de l'urine parce que nous avons montré que nous pouvons limiter la grippe chaque année. Donc, outre les vaccins contre la grippe, qui ont été notre principale stratégie, et la lutte contre les éclosions année après année, nous avons maîtrisé la grippe avec les mesures prises contre les coronavirus ou la COVID. Alors, c'est peut-être un élément que nous allons mettre en œuvre dans l'avenir à partir du mois de septembre, octobre. C'est une hypothèse ici, mais ce sera peut-être une possibilité que chaque hiver, nous remettons nos masques en tant que visiteurs, en tant qu'employés, éventuellement en tant que résidents et dans la communauté lorsque nous allons au supermarché. Ou l'autre possibilité, c'est de ne jamais arrêter. Il se peut que certaines personnes, même si l'obligation de port du masque évoluera, il y a des personnes qui pourront estimer que pendant quelque temps au moins, et voire pour longtemps, selon l'évolution du virus, elles veulent toujours porter un masque lorsqu'elles vont au supermarché et lorsqu'elles reçoivent des visiteurs dans l'établissement de soins de longue durée. Pour les personnes dans l'établissement de soins de longue durée, parce que c'est une approche par niveau. On a parlé de ces niveaux. Si le virus circule toujours, la vaccination est une stratégie, les mesures de PCI sont une autre stratégie, des éléments de base, mais le port du masque représente aussi un autre élément très important afin d'éviter l'infection et afin également de réduire le risque de transmission et le risque d'infection dans les deux cas. Donc, il s'agit d'un niveau suivant. C'est difficile à dire. La préférence personnelle de certains sera de continuer d'utiliser les masques dans tous les milieux ou peut-être définitivement. Ou peut-être que la situation d'autrefois va être rétablie ou peut-être on va les utiliser sur une base saisonnière. Il est difficile de savoir ce que l'avenir nous réserve. Dr. Ayou Kegbon, je vous donnerai une possibilité d'ajouter quelque chose sur la question des masques et un élément positif. Merci beaucoup, Tania. Je crois que s'agissant des masques, il y a un mandat, une obligation. Les mandats vont peut-être être éliminés et il y aura des personnes qui préféreront porter leur masque. Donc, nous allons entrer dans la phase où ce sera une responsabilité individuelle.
Mais je ne crois pas que nous y soyons encore. Nous gérons toujours la vague Omicron. Nous ne savons pas exactement ce qui nous attend. Donc, l'obligation de port du masque va peut-être perdurer, mais même lorsque cette obligation sera éliminée, je pense qu'il s'agira d'un choix individuel. Est-ce que l'on se sent en sécurité dans un lieu encombré avec ou sans masque? Et enfin, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut retirer de positif? Pour moi, ce qui est positif, c'est que lorsque nous fions aux données scientifiques, les choses vont bien. La pratique a été impulsée par ce que nous avons fait au niveau des données scientifiques, au niveau de l'efficacité du vaccin, au niveau des obligations comme le port du masque, la distanciation sociale et ainsi de suite. Ça, c'est un élément positif. Nous comptons sur les données scientifiques, mais par ailleurs, quand les gens collaborent, ils obtiennent de bons résultats. Et nous avons toutes les raisons de fêter cela, de célébrer cela. Nous allons finir par ressortir de cette pandémie, au moins par rapport au pic jusqu'ici, de façon très, très convaincante, ce qui démontre la résilience des personnes dans le secteur. Donc, nous avons fait un bon travail. Il faut continuer jusqu'à ce que le pire soit terminé. Merci, Dr. Warshawski. Des éléments positifs à retirer de cela? Mais pour en venir aux masques un instant, je voudrais dire que les masques sont très importants et qu'ils devraient être un des derniers éléments à éliminer. Si vous avez des masques et des vaccins ensemble, vous avez une barrière très importante. Tant qu'il y a un risque potentiel pour les résidents, pour le personnel, c'est très important, jusqu'à ce que nous revenions à quelque chose qui est beaucoup plus normal. S'agissant des éléments positifs, comme le docteur Ayuk Egbong le disait, nous avons beaucoup appris au sujet des données scientifiques. Ça a été une expérience dévastatrice, mais il y a certains éléments positifs. Nous en avons beaucoup appris sur les données scientifiques. Nous connaissons la transmission des virus respiratoires. Bon, il y avait l'alternative gouttelette ou aérienne. Maintenant, c'est un continuum. Tous les virus respiratoires se répandent sur un continuum entre les gouttelettes et l'aérosol. Voilà pourquoi le port du masque est une stratégie très importante. Nous en avons appris davantage sur la manière de maîtriser la grippe, les autres maladies respiratoires et celles-ci. Nous en avons beaucoup appris sur les vaccins, ces technologies nouvelles, les vaccins à mRNA et toutes sortes d'autres technologies novatrices. Nous avons beaucoup appris, ce qui a énormément de potentiel pour les autres pathogènes dans l'avenir. Je crois que nous avons également beaucoup appris sur notre résilience et sur l'importance de soutenir les gens, de mettre en place une bonne infrastructure dans les soins de longue durée, de bonnes ressources, une bonne formation, l'importance de nous occuper de nos populations plus susceptibles, soins de longue durée sans abri, communautés à faible revenu, racialisées, ethniques, etc. Nous avons appris à quel point il est important de veiller à assurer l'équité dans nos politiques, à soutenir les communautés qui sont plus affectées, y compris les foyers de soins de longue durée, parce que le fardeau a été énorme et nous devons mettre en place les solutions au niveau du système. Nous avons montré que nous pouvons le faire de façon urgente, mais il faut trouver les solutions à plus long terme et plus systémiques pour intégrer davantage d'équité dans notre société afin d'éviter cet impact disproportionné pour les pandémies futures et les autres crises. Il y a encore beaucoup de questions dans la boîte de dialogue. Nous nous efforcerons de les poser à la Dr. Warshawski et au Dr. Ayuk Egbong. Merci à tous deux d'avoir été des nôtres, de nous avoir fait part de notre expertise sur les défis en matière de PCI et de vaccination. Dans cette pandémie en constante évolution, je me fais l'écho de vos remerciements pour le secteur des soins de longue durée. Nous avons constaté certaines des choses extraordinaires qui sont ressorties de cette pandémie dans le secteur. C'est important de le célébrer, de le reconnaître, surtout que cela dure depuis 2 ans. Chacun est épuisé. Cette résilience est extraordinaire.
Alors, la prochaine série, le prochain webinaire de la série virtuelle aura lieu le 14 mars. Nous allons parler des données et mesures relatives au SLD. Le prochain caucus est prévu le 24 février. Il s'agira de répondre aux préjudices moraux dans les ELSD, puisque les mesures de santé, de soutien en santé mentale pour le personnel sont très importantes. Merci, Dr. Warshawski et Dr. Ayuk Ekbong, pour cette excellente conversation. Nous l'apprécions. Thank you to everyone who participated. Et merci à tous ceux qui ont participé à cet appel.